Bonjour à tous, bienvenue pour ce morning meeting du vendredi 15 novembre, dernier jour de la semaine, courte semaine. On va regarder un petit peu ce qui se passe, il y a un tout petit peu de statistiques cet après-midi. Et je vois une petite news là, en bas à gauche, je voulais d'abord en parler rapidement, parce qu'on en parle souvent. Vous voyez que le S&P 500 représente plus de 50% de la capitalisation totale du marché mondial des actions. Voilà. Donc nous on traite beaucoup le S&P 500. Tout ça pour vous dire que quand il y a des mouvements sur le S&P 500, c'est pas juste des mouvements de bougies ou de choses comme ça, c'est qu'il y a une vraie intention des investisseurs pour aller dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça qu'on se sert du carnet d'ordre pour faire nos opérations. C'est ça qui nous aide dans ce cadre bien précis à pouvoir avancer dans notre partie scalping. Parce que je vous rappelle que chez Trade Institute, on fait du scalping, placement très court terme, avec une gestion des risques assez serrée. On est en train de redémarrer la station, voilà, c'est parti. Et donc voilà, donc c'est important de savoir de se rappeler certaines petites choses. C'est pour ça qu'on va regarder après ça le S&P 500, la carte du S&P 500. Alors, je reviens sur les éléments de base. Aujourd'hui, on a eu alors une bonne nouvelle sur l'inflation en France. C'est toujours bien. On a une inflation qui est maintenue à 1,2%. Donc vous avez, comme chaque inflation, plusieurs chiffres qui vont sortir. Celui qu'on va surtout regarder, ça va être celui-ci, c'est-à-dire l'IPC classique, et sur le mode annuel. Puisque la Banque Centrale Européenne a un objectif de 2%, et bien la France est à 1,2%, donc ça c'est plutôt bien. Alors c'est normal, normal qu'on ait bien baissé. On revient sur du 1,2% parce qu'on a eu notamment en France les Jeux Olympiques cet été qui ont apporté beaucoup d'inflation puisque beaucoup de prix avaient augmenté à cause de ça. Mais voilà, on reste sur une inflation maîtrisée, 1,2%, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a plein de mauvaises nouvelles, mais celle-là elle est bonne. Sur le reste, on va voir cet après-midi les ventes au détail. Donc c'est un vrai indice de l'économie de fonds, savoir si les ventes au détail se maintiennent et fonctionnent bien. Donc vous avez plusieurs statistiques sur les ventes au détail. Je vous rappelle encore une fois que si vous cliquez sur les 3 étoiles, vous arrivez sur Investing, sur une définition. Je vous invite à regarder toutes les définitions des 3 étoiles, éventuellement à les apprendre par cœur, ou en tout cas à bien les comprendre. Et puis à regarder, vous voyez en bas, vous avez l'historique, donc comment ça se passe quand il y a une grosse crise. Alors forcément tout ce qui est Covid, c'est un petit peu plus difficile, mais une fois qu'on retire la partie Covid, on peut analyser des stats. Voilà, je peux revenir sur toute cette période, voir un petit peu les ventes au détail, ce que ça peut donner. Est-ce que ça me donne un indicateur, ce qu'on appelle un indicateur avancé de l'économie? Non, je dirais plutôt un indicateur qui va constater l'économie actuelle, mais qui ne va pas nous donner d'informations en avance, contrairement par exemple à un chômage qui pourrait commencer à monter. Où là, si le chômage commence à monter, effectivement, ça me donne des indications sur l'économie de fond. On a la production industrielle à 15h15, donc nous on commence à 15h30 l'ouverture du marché américain. Et on aura quelques stocks ici, bon c'est pas très important, donc voilà. On n'a rien de spécial en fait cet après-midi, à part les ventes au détail à 14h30, donc elles peuvent apporter un petit peu de volatilité. Il se peut on va regarder ça après, il se peut qu'on reste sur un marché comme on a connu sur les derniers jours. Un marché attentiste après la grosse hausse et l'information de l'arrivée de l'équipe de Trump et de tout ce qui pourrait éventuellement être fait. On arrive dans une période de stabilisation où tout le monde a pris ses positions et maintenant on attend une nouvelle bonne nouvelle, une nouvelle information qui va continuer à faire monter les marchés. Cette nouvelle, elle peut arriver soit sur la globale macro, elle peut arriver sur une statistique économique ou sur une réunion de banque centrale. On a vu que les réunions de banque centrale, c'était plutôt mi-décembre. Donc là, on a le temps. On a une information importante la semaine prochaine, c'est le 20 novembre, c'est les résultats d'NVIDIA, qui publie toujours quasiment à la fin de la saison, de la publication des résultats. C'est toujours la dernière. Donc on va regarder justement, puisqu'on en parle, les résultats des entreprises. Donc on regarde comme d'habitude déjà la veille, pour voir quels sont les résultats qui ont publié. On va revenir, voilà. Quels sont les résultats qui ont publié hier et du coup qui vont interagir aujourd'hui. On a éventuellement Amat, Applied Materials, qui est une technologique, on la verra sur le flux. Et comme je vous disais, donc il publie la nuit, donc si vous voulez savoir si le marché l'accueille bien, voilà la pensée après la fermeture. Donc le marché n'accueille pas forcément bien les résultats de la société.
qui ont l'air plutôt corrects et plutôt au-dessus des espérances. Donc voilà. Pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Il n'y a pas que ces chiffres en fait que le marché va analyser. Il y a beaucoup de chiffres qui sortent quand il y a une publication de résultats, que ce soit les bons de commande, donc ce qui va se passer dans le futur, ou bien on va aller un peu plus loin et on va aller même sur le développement, le lancement de produits et toutes ces choses. Voilà. On a une société importante qui va publier aussi ses résultats, c'est Alibaba. Donc Alibaba qui est aussi coté à Hong Kong. Donc là, j'ai pas parce que je l'ai pas dans les filtres. On peut regarder si vous voulez, on peut rajouter Hong Kong. Hong Kong, voilà, elle est là. Hop, vous voyez comment je fais mes filtres. On va appliquer. Voilà, donc Hong Kong, c'est toujours à la clôture, à l'ouverture à la clôture de son marché domestique. Et là, pour le coup, on va avoir Alibaba forcément avant l'ouverture du marché américain, puisque ce sera après la clôture du marché asiatique. Donc on aura un petit peu les effets, donc on peut déjà voir un petit peu ce que le marché en pense. Pour l'instant, elle est descendue à 87, donc elle a été assez massacrée, hein, elle est beaucoup descendue. Elle revient quand même de loin, enfin de loin, elle est toujours en tendance haussière. On va la regarder rapidement, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui suivent cette action. Il faut juste que ça démarre. Je ne sais pas si c'est Google ou Investing qui de temps en temps a des problèmes. Voilà. Voilà, donc on vient quand même, si on revient en 2024, on va remonter un petit peu dans le passé. On avait un support, donc on a une action dans les 66 qui était plutôt une bonne action, vous voyez. Puisque dans les 66, on est sur des zones d'achat, hein, ça emmène vers le haut. Ici, on a eu de très bonnes nouvelles et ça a propulsé l'action vers le haut. C'est pas très vieux, hein, parce qu'elle est montée à 117,90 de mémoire. Là, elle redescend, donc elle fait son pullback en fait. Donc elle revient sur ce niveau-là. Est-ce qu'elle va continuer? On va voir si sur le max. Voilà, sur le max, elle a valu à un moment 300. Alors ça ne veut pas dire qu'elle vaudra à nouveau 300. Attention à ça. Hein. Mais on voit que sur la durée, voilà, on est sur un niveau où effectivement, sur du long terme, on peut espérer voir une remontée. Dans tous les cas, on verra cet après-midi, puisque c'est important de connaître les résultats de l'entreprise, c'est ça qui va changer pas mal de choses. Donc voilà sur les résultats d'entreprise, donc rien de spécial à part cette société. On va venir un petit peu sur... alors Bloomberg, il faut toujours le rafraîchir, hein, parce qu'il est toujours bloqué sur la veille. Je vais vous mettre ça en français. Et donc on est toujours, depuis plusieurs semaines, sur les mesures de relance en Chine. La Chine a besoin, en fait, effectivement, de propulser un peu son économie qui ralentit, et elle a besoin, et nous aussi on en a besoin, tout simplement parce qu'ils achètent beaucoup. Alors ils fabriquent beaucoup, mais ils achètent beaucoup aussi. Michael Burry, si vous vous souvenez un petit peu du Big Short et de la partie de celui qui a shorté les subprimes avant tout le monde, c'était Michael Burry. Donc c'est une histoire vraie, hein, ce qui s'est passé, si vous avez vu le film. Et donc lui, il renforce son exposition aux actions chinoises. Voilà. Donc mais attention, avec des couvertures prudentes. Voilà. Donc, tout ce qu'il fait n'est pas forcément bon, mais il y a des gens qui viennent, comme Linda Raschke, qui avait prévu la crise de 2001. Il y a des noms en fait qui sortent après, une fois que ces gérants de portefeuille ont parlé à un moment et ont anticipé quelque chose qui s'est passé d'important. Je vous rappelle juste que la définition d'un crack, c'est un mouvement de marché que personne n'attend. Donc si on arrive à anticiper ça, à voir les choses avant les autres, on a quand même une bonne aura sur le marché. De mémoire, son fonds avait fait 486% pendant la subprime. Donc les gens qui avaient investi avec lui pour les subprimes ont gagné beaucoup d'argent. Mais au début, il avait tort, si vous vous souvenez un petit peu, il avait shorté le marché et le marché continue à monter. Et il a continué à garder ses positions parce qu'il avait vu sur le marché, justement dans la rue, enfin sur le marché pignon sur rue, il est allé voir sur place aussi, mais il savait qu'il y avait beaucoup de problèmes en fait sur les remboursements des particuliers sur leur crédit. Alors, on continue à voir un petit peu ce qui se passe en Chine. Donc la Chine se prépare à l'arrivée de Trump parce qu'on se prépare tous à une guerre sino-américaine sur la partie des échanges commerciaux. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer.
Ce qui pourrait éventuellement se faire, c'est que si les Chinois veulent continuer à vendre leurs voitures et leurs produits, eh ben, ils vont devoir commencer à fabriquer des usines aux États-Unis. Et ça serait un coup de génie, ou en tout cas un fort signal de la part des Chinois pour garder des frontières ouvertes. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans cet esprit-là. Ils sont plus dans l'esprit d'aller partout ailleurs et de récupérer les éléments pour les réintégrer dans leur pays. Donc voilà sur la partie un petit peu économique. On a... J'avais vu ça ce matin, là. Donc il faudrait regarder un petit peu, parce que... Donc Statista, c'est un très bon site aussi pour ceux qui cherchent des sites de statistiques et de choses comme ça. Alors ils font pas tout à fait comme Visual Capitalist, où effectivement Visual Capitalist, vous avez pas mal de choses d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Ils éditent un livre, alors vous pouvez avoir le livre en version électronique ou en version papier, donc vous pouvez aller voir sur leur site de tout ce qu'ils font, parce qu'ils ont quand même l'art et la manière de prendre des données économiques, d'en faire en une seule image un résumé assez important. Ici on voit, donc on parle du diabète. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que ceux qui sont intéressés par tout ce qui va être biotechnologie et recherche sur le diabète, voilà, le diabète est quelque chose qui monte fortement dans le monde, et donc on est en 2021, et en 2045, c'est-à-dire dans une petite vingtaine d'années, on aura toujours une hausse du diabète. Alors je ne voudrais pas dire que c'est la faute du Coca à zéro, mais on a pas mal de boissons et d'alimentation qui ne sont pas forcément bien équilibrées. Assez surpris d'avoir les États-Unis aussi peu et aussi bas, malgré une légende sur la malbouffe, sur tout ce qui est alimentaire. Et puis voir l'Ouest Pacifique ici, où les Chinois, qui sont plutôt des gens, quand on les regarde, des gens plutôt fins, avec une alimentation un peu plus équilibrée, finalement, vous voyez que le diabète n'est pas forcément dû qu'à ça. Donc voilà, pour revenir sur d'autres éléments, c'est plus cet élément-là, c'est-à-dire voir un petit peu si vous êtes intéressé, vous avez des biotechnologies sur le diabète, n'hésitez pas à regarder un petit peu comment elles vont évoluer. Voilà, on n'a rien de spécial pour l'instant, on va voir un petit peu. Alors on est vraiment dans un marché, on va le regarder ensemble, donc un peu comme hier, un marché attentiste. Donc Tesla qui redonne un petit peu au marché ce qu'elle a pris sur les journées précédentes. Les cryptos, même principe, ça redescend un petit peu, mais alors très léger, on reste sur du 88, sur le BTC par exemple, donc ça redescend très, très peu, ce qui veut dire, ça c'est la chaîne Insider, j'en ai parlé cette semaine, on va regarder ça. Ah oui, excusez-moi, je vais aller un petit peu vite. Un élément qu'on n'a pas fait, c'est la revue des marchés ici, donc ce petit carré là. Donc sur l'euro-dollar, on reste sur du 1,0570, 1,0570, donc on reste un petit peu dans les hauts. Donc pour l'instant, il ne bouge pas vraiment, on va le regarder juste après. Les indices qui descendent légèrement, donc on a le VIX qui reste aussi stable. En fait, on est vraiment dans un marché attentiste. Vous voyez que les matières premières, le pétrole, voilà, nous on est toujours dans notre position à l'achat. Ça bouge pas beaucoup, un coup ça monte à 68, un coup ça descend à 66, donc ça oscille légèrement. Les cryptos qui restent vraiment vers le haut, et en fait on a un marché, on a l'impression que ce marché il a été fulgurant, il est monté d'un coup, et depuis qu'il est monté, il ne bouge plus. Il attend. Donc ça fait plusieurs jours, pour ceux qui font du scalping, des trading, comme on le fait. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas weekly, c'est... Daily chart sur le S, voilà, donc on a ce qu'on avait vu un petit peu, alors on va peut-être retirer quelques niveaux. Voilà. On pourrait avoir un petit retracement de ce qui s'est passé ici, donc c'est ce qu'on a eu un peu sur le S&P 500. On est toujours dans cette phase où, après une forte hausse, on a pris une prise de bénéfice, on en a déjà parlé cette semaine, donc on est plutôt dans cet esprit-là. Malgré tout, on a un marché qui bouge de 40 à 70, c'est-à-dire une trentaine de points, 35 points, c'est pas beaucoup, en général le marché bouge de 50 points. Il est plutôt orienté à la baisse pour le moment, avec des petites parties de hausse, mais sur son ensemble il est plutôt orienté à la baisse, juste pour, vous voyez, chaque période de hausse, ou chaque phase de hausse importante provoque un retracement avant de reprendre un petit peu d'éléments, et cette reprise d'éléments est forcément souvent due à une news.
Si on vient sur le Nasdaq, on va retrouver un petit peu le même type de marché. Voilà, donc un retracement léger sur ce marché-là pour l'instant. On ne remet pas en cause ou en situation la tendance haussière, hein, on est toujours en tendance haussière, avec phase de retracement, ce qui peut donner des opportunités d'achat ou des replacements pour des gens qui vont traiter sur du plus long terme, du swing, des choses comme ça. Sur le pétrole, on est coincé entre nos deux bornes, hein, donc nous on est toujours en position achat dans cette zone-là. On attend que ça va bien repartir au moins sur du 72, sinon 76 ce serait bien. Ce serait bien pour notre position, ce ne serait pas forcément bien pour nous à la pompe à essence, mais ce serait bien pour les positions. Sur le gold, on va voir si le retracement s'arrête. Donc on avait tracé un niveau à 2572, on peut le descendre peut-être un tout petit peu si vous voulez. Quand vous tracez vos niveaux, surtout, fixez-vous, si vous avez un niveau qui passe, vous ne savez pas exactement où le positionner, positionnez-le sur les dernières valeurs connues. Et pas n'importe où, mais les dernières valeurs connues sont celles qui sont les plus fraîches et donc les plus intéressantes. Et donc on a ces deux valeurs-là. Donc on a un 2500, donc est-ce qu'on est là sur un nouveau point d'achat, un retracement pour repartir, ou bien tout simplement pour un temps rester dans une zone, c'est-à-dire une espèce de range. Vous voyez que pendant très longtemps, on est allé de 2023, donc de février jusqu'ici, à mars 24, donc pendant un an, en fait, on a oscillé entre deux bornes. Donc est-ce que l'or va partir sur ce même principe, c'est-à-dire trouver un point haut, qui est ici maintenant, un point bas qui pourrait être ici, et osciller entre ces deux bornes, on va le savoir bientôt. Il faut lui laisser encore quelques jours ou quelques semaines pour nous dire ça. Mais ici, très clairement, en termes de trading, on a plutôt un point d'achat. Voilà, plutôt un point d'achat ici, avec un stop, plutôt dans cette zone-là, parce que du coup, pourquoi dans cette zone-là? Parce que si on descend encore un peu, on devrait aller chercher ce niveau-là. Donc si on descend, on va chercher ce niveau-là, et là on a un nouveau point important, un support. Alors qu'est-ce que c'est qu'un support et une résistance? Ce sont des endroits où on a des acheteurs, où on a un certain volume d'acheteurs qui arrivent et qui va se positionner sur ce niveau-là. Et puis on va faire le 6E, donc on va voir un petit peu sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, même principe, on a fortement baissé suite à l'annonce de Trump, ça a continué, donc nous on est passé en zone d'achat. Et vous voyez qu'on avait tracé deux niveaux, et si on vient un peu sur le recul, vous voyez qu'ici en fait on a des acheteurs sur de l'euro à 1,05. Donc ça commence à être une bonne affaire. On reste sur un marché de négociants, hein. Quel que soit le marché sur la finance, ce sont des marchés de négociants, et donc la marchandise arrive à un moment donné à un prix intéressant pour les différents négociants, et donc ici le 1,05 peut être intéressant pour les gens qui font du change. Et on va voir notre copain, alors on va voir le DAX pour ceux qui sont intéressés. Donc le DAX, je pense qu'il va descendre un petit peu comme le S&P. On est vraiment dans cette phase d'attentisme. Voilà, donc on était un petit peu monté là, on redescend dans cette zone. Il a bien rebondi sur le niveau qu'on avait tracé, 19 000. Donc on avait plutôt bien tracé notre niveau. On va voir un petit peu comment il fait. Il est plutôt baissier, vous voyez que les points hauts, ça montre qu'en fait les acheteurs ont du mal à continuer à acheter, sont plutôt vendeurs. Est-ce que ça ouvre une brèche vers là ou pas? À voir, en tout cas ici le niveau était pas mal. Et alors le Bitcoin, qui occupe pas mal d'actualité, aussi bien sur son cours que sur tout ce qui est ETF, puisqu'on n'arrête pas. Alors il y a deux éléments, on en a parlé hier. Le premier, c'est Coinbase, qui est donc l'application la plus téléchargée aux États-Unis parce que les gens se ruent sur les cryptos. Et le deuxième élément, ce sont les ETF, où l'ETF BTC ne cesse de battre des records de collecte, donc de gens qui achètent ça pour profiter de la hausse. Et comme tout le monde annonce le BTC à 100 000, pour en avoir parlé avec un copain qui ne savait pas trop quoi faire, il m'a dit je ne sais pas trop quoi faire, mais comme on me dit que ça va aller à 100 000, j'achète, puis si ça redescend, c'est pas grave, et je le revendrai à 100 000. Voilà. Alors ça, c'est une façon de travailler qui n'est pas la nôtre, hein. Mais voilà, c'est une façon de réfléchir. Est-ce que ça va aller à 100 000? J'en sais rien. Au niveau technique, graphique, on a un gap ici important qui prouve qu'il y a une forte demande et une forte importance, une forte volonté de rentrer sur les achats. C'est un sous-jacent qui commence à avoir une taille non négligeable sur le marché. Et donc quand on a un afflux comme ça, c'est un afflux de capitaux qui sont quand même assez importants.
On est resté 1, 2, 3, 4 jours dans une zone qui va de 87 à 93. On a une petite compensation, mais vous voyez qu'on n'est pas redescendu, hein, comme le S&P 500 par exemple qui est redescendu un petit peu plus. Lui reste dans les hauteurs, et en fait on a l'impression qu'on est dans l'attente. Est-ce qu'on attend dans de nouveaux capitaux ou on attend d'autres choses? C'est une bonne question. On va regarder quelque chose, je vais vous montrer un autre élément. Je ne sais pas si vous saviez ça. Dans les cryptos, voilà, on va aller dans les cryptos. Et dans les cryptos, ici, vous avez la capitalisation totale du marché, qui fait presque 3 trilliards de dollars. Alors, si vous vous souvenez des chiffres, la capitalisation totale du marché des cryptos représente 3 trilliards de dollars. Et qui fait 3 trilliards de dollars? C'est aussi Nvidia. Donc, une action représente toute cette partie-là. Mais du coup, vous avez aussi la capitalisation de chacun des sous-jacents. Et vous voyez que dans le monde des cryptos, le Bitcoin, forcément, est le plus principal. Il est à 1,73 trilliard. Donc, quand je vous dis qu'il y a un mouvement haussier, c'est pas un mouvement haussier qui est emmené par comme les altcoins ou les choses comme ça qui peuvent être boostés par un petit afflux de capitaux. C'est que pour bouger quelque chose qui fait 1,73 trilliard de dollars, il faut beaucoup de capitaux. Voilà, tout simplement. Donc ça représente, ça n'est plus l'époque du Bitcoin où ça oscillait de plus 15, moins 15 dans la journée en fonction de certaines annonces et de certaines personnes qui en achetaient un peu ou qui en vendaient un peu. Ici, c'est beaucoup d'argent qui est représenté et donc une vraie volonté de rester dans les hauteurs. Est-ce que ça redescend un petit peu vers les 80? Je ne sais pas. On va voir un petit peu. On peut lui laisser un peu de temps. On a un marché attentiste. On n'a pas de statistiques vraiment importantes cet après-midi. Donc dans tous les cas, voilà, laissons-lui un petit peu de temps pour nous dire où il veut aller. C'est toujours la meilleure des solutions. Voilà. Et puis, petit rappel, donc on va, sur les insiders, vous livrer des nouvelles actus, interviews. Alors, on a eu 2 personnes qui ont bien voulu venir parler un petit peu de leur expérience. Elles viennent à 2, donc ça, c'est plutôt sympa. On ferait une interview avec 2 personnes. Ce sont des particuliers, comme vous, qui se sont lancés dans le trading et ils vont nous raconter un petit peu leur chemin, toute leur démarche, donc on est très content. Et donc s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qui soient membres ou pas de Trading Institute, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et puis à vous inscrire, parce que voilà, on essaie de vous faire du contenu de qualité avec des professionnels, des particuliers. L'idée c'est d'avoir des contenus un peu en décalé, avec des histoires en plus, des choses qu'on peut nous raconter qui peuvent nous amuser, nous apporter de la culture, et puis savoir un peu, voilà, par exemple, je me souviens de Raphaël, dans son interview qui était plutôt intéressante, Raphaël que je connais bien, qui travaillait chez un courtier avant de travailler aujourd'hui chez WH, et qui avait un client qui est passé quand même de 1 à 130 millions d'euros en 6 mois. Il est redescendu, il a encaissé 30 millions, et les 100 millions sont partis en fumée. Donc il est repassé de 100 millions à 0. Donc c'est quand même une histoire un peu folle. Il a quand même réussi à banquer 30 millions, mais voilà, quand on a 130 millions, à quel moment on s'arrête? Où va la cupidité? Et est-ce que la gestion des risques est bien faite ou pas? Voilà, ce sont des choses qui concernent pas mal de gens, et pas forcément les gens qui ont 10 000 euros, mais aussi des gens qui vont jusqu'à 130 millions. Alors passer de 1 à 130 millions, c'est extraordinaire. Je l'avoue, c'est assez fabuleux. C'est dommage de ne pas avoir banqué, mais en même temps, voilà, souvent, si à 50 millions il avait banqué, voilà, il ne serait pas sorti. Il ne serait pas arrivé jusqu'aux 130. Donc voilà, donc sur cette chaîne-là, si vous êtes intéressé, si vous voulez nous faire un partage d'expérience, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le site de Trading Institute, qui se trouve ici, dans la partie « Nous contacter ». Et vous pouvez nous laisser un message ici, tout simplement, en nous donnant vos éléments. Voilà pour le Morning Meeting, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt.